Mes chers collègues, c'est un honneur et un réel plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui avec Madame Emily O'Reilly, qui est médiatrice de l'Union européenne. Je rappelle qu'au terme de l'article 42 de la Charte européenne des droits fondamentaux, tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Et dans ce cadre, Madame la médiatrice, vous faites preuve d'un engagement sans faille que nous saluons au service de nos concitoyens. D'abord, pour mieux leur faire comprendre l'Union européenne. Ainsi, comme l'indique votre rapport d'activité pour 2022, vous avez aidé plus de 16 000 citoyens, donné 13 313 conseils et traité 2 238 nouvelles plaintes. Et ensuite, pour inciter l'Union européenne à devenir plus transparente et exemplaire sur les enjeux éthiques. J'ajoute que vous avez toujours été attentive à répondre aux questionnements du Sénat et nous vous en remercions. Vous aviez ainsi déjà répondu à notre invitation en mai 2020. Je veux rappeler plusieurs priorités de votre mission de sentinelle contre la mauvaise administration. En premier lieu, vous travaillez à une transparence accrue des institutions de l'Union européenne. Dans ce domaine, au cours des derniers mois, vous avez obtenu plusieurs avancées telles que la transmission de statistiques sensibles sur les pollutions maritimes ou la publication de documents de travail du Conseil sur l'élaboration de la réglementation européenne sur les marchés numériques, le DMA. En revanche, le 14 juillet de l'an dernier, vous émettiez publiquement un signal d'alarme, je reprends les termes de votre communiqué de presse, au sujet du refus de la Commission européenne de transmettre les éventuels textos qui auraient été échangés par sa présidente avec le PDG d'une société pharmaceutique, en l'occurrence Pfizer, au sujet des vaccins contre le Covid-19. Vous aviez ouvert une enquête à ce sujet et émis des demandes réitérées de communication de ces documents en vain. Ce dossier fait aujourd'hui l'objet de 2 plaintes, l'une devant la justice belge et l'autre devant le tribunal de l'Union européenne. Quelles leçons tirez-vous de cette affaire ? Le dysfonctionnement aussi pointé semble cependant d'une ampleur plus large que cette seule affaire. Ainsi, dans une recommandation, vous avez dénoncé les retards systémiques et importants dans la manière dont la Commission européenne traite les demandes d'accès du public aux documents. Nous sommes donc intéressés par votre analyse sur ce point. En deuxième lieu, je voudrais vous interroger sur la pratique du pantouflage à la Commission européenne, c'est-à-dire le recrutement de cadres des administrations européennes, voire de commissaires européens qui régulent un secteur, par une entreprise de ce secteur, pratique qui a fait l'objet d'une enquête de votre part. Quelles sont ses conséquences sur les décisions de l'Union européenne et comment l'encadrer plus strictement ? En troisième lieu, je veux saluer votre rôle de conseil au Parlement européen qui tente de renforcer ses procédures déontologiques depuis les révélations du scandale dénommé Qatargate. Plusieurs parlementaires européens et anciens parlementaires auraient été payés par le Qatar et le Maroc pour servir les intérêts de ces pays dans les décisions européennes. Ces révélations ont ravivé la méfiance de nombreux citoyens à l'égard des élus. Un plan en 14 points a été présenté par la présidente Metsola en janvier dernier. Il propose en particulier de mieux encadrer la reconversion des anciens parlementaires en représentants d'intérêts et prévoit une plus grande transparence de l'activité des députés européens et de leurs réunions. Ce plan, qui n'est toujours pas mis en place, vous semble-t-il suffisant ? Enfin, la Commission européenne, un peu sous contrainte, il faut le dire, a présenté le 8 juin dernier un projet d'accord interinstitutionnel afin d'instituer un organe d'éthique européen. Soyons clairs, c'est une déception. En effet, cet organe aurait compétence pour formuler des lignes directrices et favoriser l'échange de bonnes pratiques, mais il ne disposerait ni d'un pouvoir d'enquête, ni d'un pouvoir de sanction. Et son fondement juridique sur un accord interinstitutionnel ne semble pas de nature à assurer l'indépendance de cet organe à l'égard des institutions qu'il est destiné à contrôler. Chaque institution continuerait donc à s'autoréguler dans le domaine éthique. Dès le 6 juin dernier, lors d'une conférence à Bruxelles,
Vous aviez estimé que la limitation de cette autorégulation était l'une des conditions du succès de la réforme. C'est pourquoi, Madame la médiatrice, nous souhaiterions avoir votre avis. D'abord, cet organe d'éthique est-il nécessaire? Si oui, quelles doivent être ses compétences? Et enfin, un lien institutionnel ne devrait-il pas être prévu entre cet organe et votre fonction? Je terminerai mon propos par le constat de l'urgence de cette réforme éthique européenne. En effet, en 2018, l'Union européenne a fait le choix de mener une politique dite de l'état de droit qui permet à la Commission européenne, par exemple, de conclure que la justice n'est pas respectée dans tel État membre ou qu'une réforme envisagée menace les libertés dans tel autre. Or, pour assumer ce rôle, encore faut-il être soi-même exemplaire en matière d'éthique. Sinon, le risque est d'apparaître comme un tartuffe aux yeux des citoyens européens qui s'exprimeront dans les urnes l'an prochain. Nous allons nous-mêmes mener des travaux sur ce sujet dans les mois à venir. Je vous remercie pour répondre à toutes ces questions, mais aussi de votre intervention plus généraliste, je suppose. Cher Président, chers membres de la Commission des Affaires étrangères, bonjour de Strasbourg, où le Parlement européen organise sa dernière session plénière avant la pause estivale. Merci de cette occasion d'expliquer le rôle de la médiatrice de l'Union européenne, qui n'est pas toujours très connue en dehors de Bruxelles, mais nous faisons, comme vous l'avez dit, un travail très important. Ce rôle a été créé par le traité de Maastricht en 1993. La médiatrice est élue par le Parlement européen et la Commission et les États membres ne plaient aucun rôle dans ce processus. Avant mon élection en 2013, j'ai été médiatrice de la République d'Irlande et commissaire à la liberté de l'information pendant 10 ans. Je m'acquitte de mes devoirs de manière complètement indépendante. Je prends mes propres décisions lorsqu'il s'agit d'ouvrir des enquêtes, à la suite parfois de plaintes, ou alors ce sont des enquêtes de ma propre initiative quant à des sujets systématiques. Le bureau du médiateur est un pont direct entre les citoyens de l'Union européenne et l'administration de l'Union européenne qui crée et met en place des lois et qui prend des décisions qui ont des effets sur nos vies quotidiennes. Donc, ce sont des institutions qui sont responsables de l'adoption de plus de 250 actes législatifs, et nous ne parlons que de l'année 2022. La Commission, le Conseil, le Parlement, mais également la Banque centrale européenne et environ 40 agences de réglementation. Je reçois environ 2200 plaintes par an de la part des citoyens, des organisations de la société civile ou des entreprises, et j'ouvre environ 400 enquêtes. En 2022, 129 plaintes venaient de France et j'ai ouvert 24 enquêtes. Elles concernaient des problématiques comme des désaccords sur des contrats ou des subventions de l'Union européenne, des refus d'accès aux documents, des violations de droits fondamentaux, des désaccords concernant donc les subventions européennes, des violations de droits fondamentaux ou des soupçons de conflits d'intérêts ou des manquements quant à la diligence requise concernant les procédures pour infraction menées par la Commission. Mon objectif principal est de m'assurer que les citoyens ont à leur service une administration européenne transparente et efficace. Pour faire cela, je peux utiliser mon droit d'agir de ma propre initiative pour lancer des enquêtes ou demander des informations aux institutions. Cela signifie qu'au lieu d'attendre qu'un problème soit porté à mon attention sous la forme d'une plainte, je peux agir de manière proactive, ouvrir une enquête, ce qui est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des problèmes systématiques au sein des institutions européennes. J'ai utilisé ce pouvoir pour examiner la transparence des groupes d'experts qui conseillent la Commission, par exemple les réunions des ministres des Finances de l'UE ou l'agence de gestion des frontières de l'UE, Frontex, pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations en matière de droits fondamentaux. Plus récemment, j'ai réagi à des signalements de la Commission selon lesquels un haut fonctionnaire avait négocié un accord aérien avec le gouvernement qatari et avait accepté des vols gratuits de la part de Qatar Airways. Et en fait, la personne qui était responsable de la vérification d'un conflit d'intérêts était la même personne qui avait accepté ces vols gratuits. Nous espérons que l'information fournie par la Commission nous montrera de manière plus générale comment elle gère les potentiels conflits d'intérêts avec des voyages officiels qui sont subventionnés par des tiers et qu'elle mènera à
une amélioration des procédures et des vérifications à l'avenir. Cet incident n'est qu'un exemple des curieuses lacunes qui persistent au sein du cadre éthique de l'UE, plus de 20 ans après la démission de la commission Santer à la suite d'un scandale éthique majeur. Ces lacunes ont été encore plus exposées par les relations du Qatar Gate qui a ébranlé le Parlement européen l'année dernière. Ce n'est que l'une des conséquences de mon mandat, le fait d'intervenir quand les choses tournent mal ou lorsque les procédures impartiales n'ont pas été suivies, lorsque les intérêts privés sont privilégiés au bien commun, lorsque les individus, les citoyens n'ont pas reçu les réparations qui leur sont pourtant dues. Je voudrais dire cependant que cela ne doit pas détourner notre attention du travail incroyable et du dévouement des fonctionnaires de l'Union européenne qui souvent passent inaperçus. C'est pour cela que depuis 2017, j'ai organisé une cérémonie de récompense biennale pour la bonne administration qui célèbre l'excellence et l'innovation que l'on peut trouver partout au sein de l'administration de l'Union européenne. Cette année, notre plus grande récompense a été donnée à l'unité de coopération judiciaire de l'UE, Eurojust, pour leur collaboration avec la Cour pénale internationale qui a eu pour résultat une série de directives afin d'aider la société civile à documenter les crimes de guerre et les crimes commis contre l'humanité pour que ces documents soient à la hauteur des examens juridique approfondie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre à quel point le travail dans les institutions n'est pas glamour, que l'on travaille en coulisses, mais que cela représente les infrastructures matérielles et immatérielles, la base de notre finalité commune et de notre action collective. Dans ce contexte, nous avons notre mission, aider les institutions européennes à faire face aux plus grands défis de notre époque. Par exemple, l'Union européenne, récemment, s'est mise d'accord sur un fonds de relance de 700 milliards d'euros pour aider les États membres après la pandémie. Aujourd'hui, nous négocions une loi pour réguler les grandes entreprises technologiques. L'Union européenne s'est fixé l'objectif de devenir carbonement neutre d'ici 2050. Un fonds de défense européen est devenu opérationnel en 2021 et grâce à la Facilité européenne de soutien à la paix, l'Union européenne a fourni des armes à l'Ukraine. Beaucoup de ces grands domaines politiques ont des conséquences sur toute la planète. Voilà pourquoi à Bruxelles, nous trouvons un grand centre de lobbying pour ceux qui veulent garder un œil ou avoir une influence sur les prises de décision. Par exemple, la guerre en Ukraine a eu des conséquences sur l'approvisionnement en carburant, sur l'environnement, sur la sécurité. Tous ces domaines façonnent le monde de lobbying de Bruxelles. Voilà pourquoi il faut absolument que les règles en matière d'éthique et de responsabilité de l'Union européenne soient tout à fait respectées et évoluent avec le temps. Un bon exemple, par exemple, un nouveau sujet pour l'Union européenne, c'est l'enregistrement des conversations téléphoniques, des messages instantanés qui concernent le travail. Il y a de plus en plus de preuves qui nous montrent que des décisions importantes prises par les hauts fonctionnaires et des hommes politiques sont faites sur des applications de messagerie instantanée, WhatsApp, Signal, Twitter, Instagram, etc. Effectivement, ces applications ont plusieurs avantages. Il y a un côté informel, elles sont rapides. Cependant, cela est un défi pour ceux qui cherchent à s'assurer que le personnel compétent est toujours tenu au courant de ce qui se passe. Et cela permet d'identifier le contenu réel, la prise de décision après coup. Et cela rend également flou les frontières entre les réseaux privés et professionnels. Donc, il y a une enquête de mon bureau concernant la présidente de la Commission et ses messages avec Pfizer. Cela a montré les enjeux et les problématiques de ce nouveau phénomène. Les messages qui ont été signalés n'ont soit été pas sauvegardés, soit considérés comme n'étant pas concernés par les lois de l'Union européenne sur la liberté de l'information. Cela nous montre que le cadre régulatoire au niveau de l'Union européenne et international est en danger et il est potentiellement obsolète à cause de cette nouvelle réalité. Nous avons fourni des orientations officielles à l'administration de l'Union européenne pour gérer ce genre de problématiques, mais évidemment, c'est un paysage qui évolue rapidement. Ces dernières années, j'ai également concentré mon attention sur le défi du pantouflage, donc entre le secteur privé et le public, sur la transparence des activités de lobbying et sur la transparence législative, parce que ces domaines sont au cœur des prises de décision de l'Union européenne et sont vitaux lorsqu'il s'agit de la responsabilisation de l'Union européenne et de la démocratie. Les citoyens doivent savoir comment les lois sont créées, qui ou quoi influence les prises de décision concernant ces lois.
lorsqu'une entreprise privée choisit tout particulièrement un représentant de l'Union européenne venant d'un organe de régulation particulier pour obtenir des informations confidentielles, qui est essentielle pour cette entreprise, ou un ancien député européen ou des commissaires influents avec un bon carnet d'adresses, pour que ces représentants d'intérêts privés aient accès à ces informations, eh bien, cette influence est sollicitée de manière légale, mais souvent c'est difficile à justifier pour les citoyens ordinaires. Beaucoup de ces phénomènes sont bénins, ces intentions sont légitimes. Cependant, il faut savoir comment distinguer le bénin du néfaste avant que cela nuise, ou alors savoir sanctionner lorsque le mal a été fait. Mon travail dans ce domaine concerne principalement l'influence. Est-ce que la législation européenne est influence d'une manière qui résulte en une dilution de l'intérêt général? Est-ce que la force de cette influence a pour résultat une mauvaise gestion des conflits d'intérêts, un manque de transparence, un régime laxiste concernant le pantouflage? Est-ce que les règles mises en place sont suivies? Nous avons lancé des enquêtes sur des problèmes systémiques ou des cas individuels de pantouflage avec la Banque européenne d'investissement, l'Autorité bancaire européenne, l'Agence de défense européenne et la Commission européenne, entre autres. En partie, en résultat, grâce à ces examens publics, il y a eu du progrès, des périodes de réflexion plus longues, des restrictions plus strictes concernant les activités de lobbying et l'activité des commissaires, plus de transparence, notamment en ce qui concerne le secteur privé. Cependant, le progrès a été progressif, lent, et il est saisissant de voir que les réformes significatives et les innovations n'interviennent qu'après des scandales et qu'après l'indignation des citoyens, plutôt d'être le résultat d'une évaluation réfléchie et lucide des risques menaçant l'intégrité des citoyens. Voilà pourquoi les accusations selon lesquelles des anciens et actuels membres du Parlement ont été en lien avec le Qatar ont été, donc voilà pourquoi ces accusations sont extrêmement graves. Je vous parle 7 mois après ce scandale qui a suscité une attention toute particulière sur la façon dont l'Union européenne protège son intégrité et sa crédibilité et évidemment sa légitimité. Cela montre qu'il nous faut un cadre éthique fort qui peut résister à ce que le président Metsola a décrit juste après le Qatargate, des attaques contre notre démocratie. Mais ce n'est pas aussi simple que l'on pourrait le penser. Ce qui semblait être une approche claire et unie lors des premiers jours de la crise a finalement été remplacé par un débat complet sur la base légale de certaines mesures sous couvert d'inquiétude concernant l'indépendance du mandat des parlementaires, et d'autres problématiques ont été évoquées concernant le monde politique, légal, administratif. Cela ralentit notre réforme. Donc, nous parlons de systèmes éthiques concernant des problématiques éthiques qui dépassent de loin la corruption du Qatargate. Within our institutions capable of protecting the interests of EU citizens from undue or Le Qatargate a montré à quel point ces réformes fondamentales sont nécessaires. Des réformes qui ne se limitent pas à des règles supplémentaires. Ce qui est nécessaire, c'est une discussion pan-européenne sur les barrières à ces réformes. Ne pas parvenir à réformer le système de l'intégrité de l'administration européenne a des implications pour l'intégrité du marché unique, de l'espace Schengen, de l'intégrité de notre dette collective et un impact sur nos objectifs communs. Ce débat pan-européen peut s'inspirer d'expériences et de bonnes pratiques dans tous les États membres qui sont eux aussi face à ce défi de la protection de l'intégrité des systèmes politiques. Par exemple, une caractéristique de tout système d'intégrité porte sur le fait d'avoir un système qui permet de contrôler les institutions. Il y a de telles agences comme mon bureau, l'Agence européenne de lutte antifraude, le Parquet européen, la Cour des comptes européenne, et trop souvent à l'échelle européenne. Nous voyons ces recommandations constructives et informées simplement ignorées en silence, alors que le Parlement européen refuse parfois à ce que des enquêteurs de lutte antifraude accèdent à ces locaux.
Ceux qui avaient espéré que des réformes ambitieuses voient le jour auront été déçus par la proposition de la Commission européenne de mettre en place un organe déontologique interinstitutionnel le mois dernier. Il n'y aura pas de nouvelles institutions, de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles règles. Plutôt, cet organe visera à convenir de normes communes pour ces 9 institutions membres, dont la Commission et le Parlement européen, et ce sera un forum permanent pour les différentes institutions et organes européens pour discuter de normes déontologiques et pour demander des comptes les unes aux autres en cas de mauvaise mise en œuvre. Tout cela est le bienvenu, et cette progressivité est la marque de fabrique des réformes déontologiques européennes. Mais nous sommes encore loin d'une agence déontologique indépendante, demandée par beaucoup qui d'ailleurs s'inspirent de la Haute Autorité de Transparence de la vie publique française. Ces citoyens européens qui ont connu des systèmes déontologiques indépendants qui fonctionnent vont remettre en question ce qui est proposé et vont remettre en question notamment la mesure dans laquelle cette auto-régulation va rester une caractéristique du nouveau régime. Renoncer ou en tout cas réformer de façon significative l'autorégulation est ce qui est nécessaire si l'on veut une réforme crédible et efficace. Mais quel que soit le nouveau mécanisme en place, la nouvelle institution, c'est la culture qui détermine tout. Les institutions européennes parviennent à élaborer des règles très facilement, mais la réforme de la culture est ce qui sera plus difficile à mettre en œuvre. En tant que médiatrice, j'ai constaté que les administrations les plus fortes, les plus efficaces, ne sont pas celles qui ont le plus de règles, mais plutôt celles qui ont une culture d'intégrité qui est pleinement intégrée. C'est ce que l'on obtient lorsque l'on cultive un esprit déontologique et que l'on respecte nos valeurs les plus essentielles. La fragilité de l'autorité morale et la fragilité de nos institutions démocratiques est quelque chose dont nous avons malheureusement trop conscience en ces temps difficiles. Et regagner cette autorité est une tâche laborieuse. Et en tant qu'Européens, nous avons su trouver le courage moral nécessaire à de nombreuses reprises face à des défis encore plus considérables. Et j'ai bonne confiance que, en utilisant le même état d'esprit et la même détermination, nous pourrons réparer le préjudice qui est survenu au sein de nos institutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la médiatrice, de toutes ces précisions et on vous sent effectivement engagé dans la mission. Alors, je vais demander à mes collègues s'ils ont des questions à poser à Madame la médiatrice. Didier Marie. Oui, merci Madame la médiatrice pour vos propos. Moi, j'aurais juste une question, c'est de savoir de quels moyens vous disposez en termes de budget, en termes d'effectifs, pour mener les investigations qui sont celles que vous avez évoquées. On prend peut-être une autre question? Non? Bon. Allez-y, madame, je vous en prie. Yeah, well, we are a very small office. I call us a small office. Alors notre bureau est de petite taille, j'ai tendance à dire que nous sommes un petit bureau avec un mandat gigantesque. Nous recevons nos moyens, nous utilisons l'argent des contribuables et nous essayons d'utiliser ces fonds de la façon la plus efficace possible. Alors, la majorité des recommandations que nous formulons sont acceptées, mais ce qui est critique dans notre travail, je le rappelle, je peux prendre des décisions sur la lancée ou non d'enquête. Ce qui est important, c'est que je dois pouvoir voir tous les documents nécessaires lorsqu'ils sont nécessaires. Et les institutions européennes doivent me transmettre ces documents. Je ne vais pas nécessairement les publier, mais je dois pouvoir les utiliser lorsque je traite telle ou telle plainte. Et mon rapport, eh bien, il donne la garantie que les faits ont été réunis de façon indépendante. Et ensuite, les institutions ou agences concernées prennent les mesures nécessaires en conséquence. Alors, difficile parfois de trouver des solutions rapidement. Les solutions peuvent prendre du temps avant de voir le jour. Il peut y avoir des recommandations qui nécessitent quelques années de travail.
Parfois, on parle, comme je l'ai dit, d'un changement de culture. Donc, les recommandations, nous les formulons en sachant très bien que cela va prendre du temps. Donc, nous avons les ressources nécessaires, nous avons augmenté le nombre d'enquêteurs à notre disposition, et lorsque je suis arrivé, il y a 10 ans, on me demandait si j'avais besoin de davantage de ressources. Et j'ai dit, je veux d'abord m'assurer que ma stratégie fonctionne, que mon travail a un impact réel, que l'efficacité est bien réelle. Et maintenant, je dois dire que nous sommes beaucoup plus rapides qu'il y a 10 ans. Et je crois qu'il faut que l'on s'en tienne à nos valeurs et que l'on fasse preuve d'exemplarité. Merci. Merci, Madame Marta Tsidrack. Merci, Président. Madame la médiatrice, je voulais vous remercier pour un certain nombre d'éclaircissements que vous avez partagés avec nous. Toutefois, j'avais une question parce que, alors je ne sais pas si c'est exactement le terme que vous avez utilisé, mais en tout cas au niveau de la traduction, il a été question donc d'un certain nombre d'interactions qualifiées comme bénins au regard des désagréments que cela pouvait produire dans le fonctionnement des instances. Alors je me posais simplement la question, pensez-vous malgré tout que dès lors que nous avons ce genre de comportements qui peuvent être qualifiés effectivement bénins et tout à fait dans les règles de ce qui se pratique au sein de l'Union européenne, que malgré tout ça fasse sur nos opinions publiques, des États membres, une forme justement comment pourrais-je dire, de crédibilité qui se perd, de questionnement de la part de nos concitoyens, je dirais même parfois de suspicion d'actions dirigées peut-être avec des intentions qui ne sont pas celles affichées. Donc pouvez-vous nous dire en réalité comment tout cela peut être expliqué aux concitoyens simplement des États membres pour que justement cette compréhension soit la plus parfaite et la plus transparente possible pour nos populations? Je vous remercie. Allez-y, madame. Yes, La question est très intéressante. C'est une question de confiance. Confiance dans nos institutions. Elles ne peuvent fonctionner que s'il y a confiance de la part des concitoyens. J'ai demandé aux administrations européennes de faire ce lien lorsqu'il y a un manque de transparence, s'il n'y a pas de sanctions. Alors il faut comprendre que la confiance n'en est que sapée. Les temps sont difficiles, les élections du Parlement européen approchent. Alors, j'aimerais vous donner quelques exemples. J'ai parlé du pantouflage. Et il y a eu 2 affaires où une mauvaise administration a été constatée. L'autorité bancaire européenne, tout d'abord. La direction exécutive a été autorisée par cette autorité à s'engager dans des activités de lobbying. Et l'autorité bancaire européenne avait vu le jour après la crise financière. Et un objectif de cette autorité était de rétablir la confiance des concitoyens vis-à-vis du système réglementaire. Donc, des questions de confiance ont été remises sur la table. Et depuis, les règles ont changé, on nous a expliqué que les choses seraient faites différemment. Puis pour l'Agence européenne de la défense, la direction exécutive a été autorisée à travailler pour Airbus. Et il y a des contrats avec l'Union européenne, comme vous le savez. Et donc les mêmes commentaires ont été formulés. Pour ce qui est des échanges de SMS, l'affaire von der Leyen et l'agence Pfizer, BioNTech, l'affaire est différente. On n'a toujours aucune information sur ces messages textuels. Il y a donc un secret. Et cela donne place à un scepticisme, un euroscepticisme, un manque de confiance. On pose des questions. On se demande si la confiance est encore légitime. Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises. À l'époque, la présidente von der Leyen avait raison de faire ses efforts pour que des vaccins soient disponibles.
avec les personnes qui souffraient, des personnes qui mouraient. C'est à juste titre qu'elle est allée à la recherche de vaccins. Mais c'est une question de transparence, en particulier dans une société où vous avez ces réseaux sociaux qui peuvent faire monter le scepticisme. Nous entendons souvent des responsables d'administration, d'organes politiques, on les entend parler de confiance, d'essayer de montrer que leur travail est légitime. Donc il faut être particulièrement vigilant, même pour des affaires qui peuvent paraître mineures, puisque nous parlons là de la confiance des concitoyens. Merci. Oui. Une question peut venir en plus, en fait, dans le propos général que je vous ai adressé. C'est celui qui concerne le sponsoring par les entreprises privées de pays qui ont peut-être une administration moins pléthorique, donc de plus petits pays. Vous avez... voilà, quelquefois on peut avoir des surprises au moment des votes ou au sein du Conseil. Donc est-ce que vous percevez ça ou est-ce que vous le ressentez? Well, yes, I think you're probably referring. Alors, vous faites sans doute référence au sponsoring de la PSEI. Par le passé, il y a eu divers intérêts commerciaux en jeu, puisque la présidence peut être lucrative. Nous avons reçu des plaintes à ce sujet. Il a été considéré qu'il y avait conflit d'intérêts et que les coûts de la présidence du Conseil ne pouvaient pas être associés à ces intérêts privés. C'est pourquoi nous avons élaboré des lignes directrices. Nous avons demandé à ce que ces pratiques prennent fin. Et le résultat a été un peu parsemé, si je puis dire. Vous avez la prochaine présidence qui approche et il y aura encore sponsoring de la part de certaines entreprises, mais je reviens à ce que je disais plus tôt. En tant que médiatrice, il faut faire preuve de patience. On soulève ces questions, on pose la question, on la met à l'ordre du jour de discussions politiques et peut-être que dans quelques années, nous pourrons voir cette pratique prendre fin. Nous verrons d'autres alternatives pour financer les présidences du Conseil. Donc, les travaux sont en cours. Et il est facile de comprendre pourquoi les concitoyens verraient d'un mauvais œil cette influence de la part d'entreprises privées. Et il faut que l'on puisse garantir à ces concitoyens que l'on protège les intérêts. Juste encore 2 points, Madame la médiatrice. D'abord, la question que je vous ai posée aussi dans mon propos général sur ce que vous pensiez du plan Metzola en 14 points par rapport au Qatargate, la façon dont vous l'appréhendez, est-ce que c'est un plan utile et comment il va se déployer? Et puis un deuxième point aussi sur la question de la transparence de Frontex. Il y a eu énormément de polémiques, énormément d'articles qui ont été écrits. La gouvernance de Frontex a été remodelée. Ici même, on a fait de gros travaux pour essayer de comprendre à la fois ce qui s'était passé, mais aussi de comprendre dans quel contexte tout ceci était arrivé. Donc voilà, si vous pouviez répondre à ces 2 questions aussi, merci. Pour ce qui est du plan en 14 points, unités du Parlement européen ont été impliquées, le secrétaire général, d'autres instances, et ce qui ressort, c'est une dilution
il y avait des attentes au départ, la panique au sortir du scandale Qatargate, la présidente Metsola avec ses inquiétudes sur la démocratie. Et lorsque l'on parle d'attaque contre la démocratie, on va évidemment tout mettre en œuvre pour faire la lumière et apporter une réponse. Mais la politique entre en jeu et on observe un équilibre dans le Parlement européen et de façon générale, la gauche, les Verts ont privilégié des restrictions plus sévères, le centre droit moins. Donc, tout dépend des nombres, des chiffres. Il y a cet exemple que je pourrais citer. Il y avait cette proposition au départ de période de réflexion de 2 ans pour les députés européens, donc 2 ans après la fin du mandat. Il faut, à mon sens, que la proposition soit raisonnable et finalement, la période a été fixée à 6 mois. Voilà un exemple d'éléments qui ont été dilués. Mais depuis le Qatargate, de nombreux concitoyens ordinaires, si une telle chose existe, ont pris conscience de l'importance de la déontologie, de ce qui fait une bonne agence déontologique. Et premier élément, ils ont compris qu'il faut que l'organe soit indépendant. Décider de ce qui doit faire l'objet d'une enquête ou non. Et il peut y avoir un pouvoir proactif. On n'est pas obligé d'attendre qu'une plainte soit déposée. Et au sein du Parlement, vous avez un organe qui se compose de 6 députés, un organe de conseil pour la présidence, et il faut qu'on leur demande d'enquêter lorsqu'enquête il doit y avoir. Il y a délibération, puis une recommandation est formulée à la présidente, elle lui est envoyée, et il y a un processus assez similaire dans la Commission européenne. Donc les 2 organes ont des réticences à ce que soit mise sur pied une agence indépendante. Et beaucoup de concitoyens vont penser que s'il n'y a pas d'indépendance, alors ça ne va pas fonctionner. L'organe reçoit des ordres de telle ou telle institution. Et c'est peut-être cette agence indépendante qu'aurait privilégié nos concitoyens. Alors, encore une fois, cette agence interinstitutionnelle dont on a parlé est très éloignée de ce qui était attendu au départ. Et vous savez, il y a encore un long chemin à parcourir, du travail à fournir. Il y a des pressions, évidemment, au vu des élections parlementaires qui approchent. Les députés ne veulent pas avoir ces questions, ces polémiques en suspens. Mais il semble y avoir un écart entre la rhétorique au départ de la crise du Qatargate et ce qui se passe maintenant. Pour ce qui est de Frontex, il y a eu de nombreuses enquêtes de menées. Alors vous faites référence peut-être à la tragédie dans les eaux au large de la Grèce, 600 réfugiés dans la mer, une situation tragique. Et puis il y a les trafiquants qui s'en servent pour source de revenus. Et ce qui m'a surprise lorsque j'ai lu des articles à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas d'organe pouvant enquêter et qui soit considéré comme indépendant. Frontex est impliqué sur ces sujets-là. Les députés appellent maintenant à ce que soit mis sur pied une agence internationale pour enquêter. Et c'est assez surprenant qu'à l'échelle européenne, il n'y ait pas d'organe de la sorte. En tant que médiatrice européenne, mes pouvoirs sont limités, évidemment. Et donc, nous voulons voir comment contribuer. Mais bon, Frontex a fait l'objet de critiques dans le rapport de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, l'an dernier, qui a
conduit à la démission de membres de la direction, puis il y a eu des allégations de refoulement. Donc, il y a une nouvelle directrice, et donc la tâche de l'agence est de s'assurer que soient respectées les libertés fondamentales. Donc, nous allons voir. Mais je crois que beaucoup de personnes ont été surprises par le fait que cela puisse se passer. Et il ne semble pas y avoir la réponse que l'on attendrait normalement d'une administration, d'une institution européenne, au vu des valeurs européennes et au vu de l'importance de cette tragédie. Madame la médiatrice, écoutez, je vous remercie de tous ces échanges. En tout cas, ça stimule chez nous le probable travail dans les mois à venir sur ces questions, notamment sur les recommandations propres au Parlement européen, et puis ce que vous venez d'évoquer aussi sur Frontex, et l'idée d'une structure complètement indépendante comme l'est la vôtre, qui ne soit pas dépendante ni de la Commission, enfin entre autres de la Commission, puisque aujourd'hui, eu égard à toutes les agences qui existent, il y a toujours une dépendance liée à la Commission. Donc je pense que cette piste peut être effectivement intéressante. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir donné 1 heure de votre temps pour notre commission. Bonne journée, et je vois que vous suivez la dernière session du Parlement européen, donc bon suivi et bonne session. Merci.